Hier soir, Twitter a attrapé ma veste et a eu raison de le faire. Les gens sont venus par dizaines dans mes mentions après un tweet sur Thiago Pitarch et le choix d'Arbeloa de l'avoir aligné en tant que titulaire. Un tweet qui, pour ma part, sur le moment, était lié aux deux erreurs que Thiago Pitarch a fait dans le match et qui auraient pu coûter très cher au Real Madrid. Mais j'étais complètement omnibulé par ces erreurs et j'ai complètement oublié l'immense performance sans ballon de la part du jeune joueur de 18 ans et aussi les quelques bonnes relances pendant la rencontre de sa part également. Un très bon match au global de la part de Thiago Pitarch, surtout que ses erreurs n'ont pas coûté cher au Real Madrid, puisque Courtois l'a sauvé. Sur Thiago Pitarch, j'ai réagi à chaud. J'ai tweeté juste après sa deuxième erreur et on m'a tout de suite évidemment attrapé par le col pour me dire que c'était absolument n'importe quoi, que sa performance avait été excellente. Beaucoup de monde a réagi d'ailleurs de manière très polie, juste en m'expliquant par A plus B pourquoi le match de Pitarch avait été très bon et pourquoi il ne fallait pas rester bloqué sur ces deux petites erreurs. C'est quelque chose que j'ai vite compris déjà en lisant vos dizaines d'avis en réaction à mon tweet et surtout que j'ai encore plus compris en re-regardant le match du Real Madrid et surtout la première mi-temps qui a été excellente de la part de Thiago Pitarch. C'est clairement l'avènement d'un jeune talent, finalement quelque chose que je n'ai pas su déceler en regardant le match hier soir. Alors ça arrive à tout le monde, je pense, de se tromper, moi le premier, donc je fais mon mea culpa, je m'en excuse, je ferai mieux. C'est pour ça aussi que j'ai pas fait de débrief à chaud hier soir, parce que quand j'ai vu à quel point j'avais visé à côté sur ce tweet sur Thiago Pitarch, je me suis dit, ça se trouve, j'ai juste regardé la rencontre avec mes pieds et j'ai rien compris au match. Donc, je l'ai re-regardé. Ça m'a permis d'apprécier à nouveau l'immense performance de Federico Valverde, le très bon match de Thiago Pitarch, la grande performance aussi de Thibaut Courtois, et enfin, les bons choix finalement d'Alvaro Arbeloa sur cette rencontre, car il y en a eu beaucoup de bons choix intéressants, même si ça reste limité ce qu'il présente tactiquement, et c'est surtout mettre les joueurs dans de bonnes conditions, un peu à la Ancelotti, sans aller trop loin dans la comparaison. Mais en tout cas, Alvaro Arbeloa a proposé de bonnes choses hier soir, tout comme la majorité de ses joueurs. Et oui, parce qu'on a eu une rencontre et une performance complètement inattendue de la part du Real Madrid hier soir. Beaucoup donnaient le Real Madrid comme outsider dans cette double confrontation contre Manchester City. Beaucoup les donnaient même perdants sur la pelouse de Bernabeu hier soir. Et pourtant, pas du tout. Le Real Madrid a maîtrisé sa rencontre, a gagné 3-0 contre Manchester City en se procurant les meilleures occasions du match et en dominant de la tête et des épaules les Citizens d'un Pep Guardiola qui a encore une fois fait absolument n'importe quoi dans sa préparation d'une grande rencontre de Ligue des Champions. On va commencer par se concentrer sur le Real Madrid et un homme, bien sûr, Federico Valverde, c'est l'homme du match, il n'y a aucun débat à avoir. Les seuls autres prétendants pourraient être potentiellement Courtois ou même Pitarch, selon certains, au vu de mes mentions Twitter depuis hier soir. Mais c'est clairement Valverde, l'homme de cette rencontre, un triplé absolument exceptionnel. C'est un joueur qui a fait tout ce qu'il sait bien faire sur un terrain de foot, être au four et au moulin, boucher les trous, aider Trent Alexander-Arnold face à Jérémy Doku sur ce poste derrière droit, sur l'aile droite défensive du Real Madrid. Et en plus de cela, c'est le joueur qui a apporté la profondeur, qui a été un joueur de surface et qui a été triple buteur en première période, touché par la grâce sur chaque action, avec cette prise de balle face à O'Reilly sur le premier but et ensuite le sang-froid pour éliminer Donnarumma, avec une très belle finition sur le second but, encore face à Donnarumma, et avec un geste à la Dennis Bergkamp sur le troisième but, ce petit lob au-dessus de Marguerite, cette première touche absolument phénoménale, c'est magique, c'est de la poésie, ce qu'a proposé Federico Valverde hier soir. C'est sa meilleure première mi-temps en carrière, sans aucun doute, et c'est l'une des performances les plus choquantes qui m'a été donnée de voir cette saison dans le monde du football. Federico Valverde a marché sur l'eau tout au long d'une mi-temps et tout au long du match, puisque je me rappelle d'un énorme retour défensif à la 91e minute pour l'inépuisable uruguayen. Un match absolument exceptionnel de Federico Valverde. Ça lui a valu la note de 10 sur 10 dans le journal L'équipe. Et je pense qu'on ne peut pas dire plus facilement à quel point cette performance a été incroyable que lui mettre cette note de 10 sur 10. Et si Federico Valverde a pu marcher sur l'eau pendant toute cette rencontre contre Manchester City, c'est grâce aux 11 et au système proposé par Alvaro Arbeloa, avec presque 5 vrais milieux de terrain alignés sur la pelouse, 4 en tout cas. Brahim et Federico Valverde étaient parfois un petit peu des sortes d'ailiers de second attaquant sur cette rencontre-là, mais c'est très intéressant ce qu'a proposé Alvaro Arbeloa en densifiant le milieu de terrain du Real Madrid, en ayant aussi des aides défensives sur les ailes, notamment du côté droit face à Doku pour aider Trent Alexander-Arnold, et ce milieu de terrain très dense a complètement bloqué les nombreux offensifs alignés par Pep Guardiola du côté de Manchester City. Et ça a été très intéressant et la clé du succès du Real Madrid. Et en plus, évidemment, cette densification du milieu de terrain
par le nombre du côté, du Real Madrid. Ça a permis de libérer les espaces, notamment pour Federico Valverde qui les a bouffés tout au long de la rencontre et ce qui lui a permis d'inscrire ce triplé absolument magnifique. Bravo à Alvaro Arbeloa pour cette préparation de la rencontre. Bravo aussi pour un autre choix d'Alvaro Arbeloa, celui de demander à Thibaut Courtois de relancer vite, de prendre des risques également à la relance. Ça a payé et ça paye évidemment sur le premier but avec une magnifique passe décisive du gardien belge, qui est désormais le gardien avec le plus de passes décisives en Ligue des Champions, au nombre de 3, dont 2 cette saison, puisqu'il en avait déjà fait une pour Mbappé contre le Kairat Almaty. C'est excellent de la part de Thibaut Courtois, qui est techniquement impliqué sur les 3 buts, puisqu'il est au départ des 3 phases qui ont mené à un but pour le Real Madrid hier soir. Magnifique performance du gardien belge. Il y a d'autres joueurs à plébisciter positivement du côté du Real Madrid. Il faut féliciter Brahim Diaz. On a revu un Brahim proche de la surface, un Brahim extrêmement libre qui parfois était à gauche comme sur l'action du second but, parfois était également à droite ou dans le demi-espace droit comme sur l'action du troisième but. C'est magnifique ce qu'a proposé le Marocain sur cette rencontre. On a clairement revu le Brahim de la saison 2023-2024 où quand Jude Bellingham était absent, c'était lui qui avait ce rôle extrêmement libre, qui était partout au four et au moulin pour aider l'attaque du Real Madrid, pour aider le ballon à progresser. Et ça a été excellent cette performance de Brahim Diaz qui aurait pu en plus être buteur. Alors il est hors jeu sur son occasion créée par Vinicius Junior en première période. Il a aussi eu une grosse occasion en seconde période. Immense match de la part du Marocain qui finit avec une belle passe décisive pour Valverde, parce que s'il y a le magnifique lob de Valverde au-dessus de Marguerite et sa belle finition, il y a aussi cette petite passe lobée magnifique, parfaitement dosée de la part de Brahim Diaz, qui vaut, enfin en tout cas qui crée clairement quand même un but, même si Valverde avait beaucoup de travail derrière pour conclure. Pour ce qui est de l'attaque du Real Madrid, Vinicius Junior n'est pas en reste sur cette rencontre. Le Brésilien a quand même été bon sur ce match-là, voire même très bon, potentiellement en fonction de à quel point vous lui en voulez pour son pénalty raté. Parce que Vinicius Junior, je trouve qu'il a brillé dans cette rencontre. Déjà, il n'a pas forcé, parce qu'il était toujours en 1 contre 2, 1 contre 3, 1 contre 4. Et il n'a pas forcé plus que ça. Il a proposé notamment beaucoup de renversements de jeu sur l'autre aile pour réorienter le jeu du Real Madrid, pour ouvrir le jeu du Real Madrid. Et c'est très intéressant de voir Vinicius Junior qui ne s'est pas entêté, alors qu'il avait clairement ce rôle de seul attaquant du Real Madrid sur cette rencontre, de seule solution presque du Real Madrid sur cette rencontre. Et il n'a pas du tout voulu tirer la couverture à lui. Il a été excellent et il n'a pas voulu tirer la couverture à lui, à tel point que Federico Valverde l'a dit après le match que Vinicius Junior lui avait proposé de tirer le penalty. Valverde avait refusé et laissé Vinicius Junior tirer, lui qui est le tireur désigné. Alors ça, sur ce point-là, je ne comprends pas pourquoi Vinicius Junior s'entête au Real Madrid à tirer les penalties. Alors oui, hier, c'est le leader offensif, c'est lui le patron offensif sur le papier de cette équipe. Et c'est donc logiquement à lui de tirer le penalty, mais le seul truc qu'il y a, c'est que c'est pas un bon tireur de penalty, tout simplement. Ça veut dire que, comme l'a dit un confrère sur Onda Cero en Espagne, qu'il marque ou qu'il rate, ses penalties sont mal tirés, et c'est le cas. Vinicius Junior n'est pas un bon tireur de penalty. J'ai regardé le match avec mon père hier et je lui ai dit, tu vas voir Vinicius, celui-là, c'est sûr qu'il va le rater, et c'est ce qui s'est passé. Il l'a complètement raté. Et Donnarumma a compris ce que Vinicius Junior allait faire, et puis bah, quand tu tires avec un petit saut de cabri, tu mets pas de puissance, et donc tu peux pas placer ton penalty. Si le gardien part du bon côté, c'est foutu. Et c'est ce qui a été le cas hier. C'est dommage. J'espère que Vinicius Junior ne s'en mordra pas les doigts en cas de remontada au match retour de Manchester City, même si ça m'a l'air peu probable au vu du très bon scénario qu'on a vu dans la rencontre hier et de la très belle performance du Real Madrid et aussi de Vinicius Junior, le Brésilien, qui a créé de nombreuses occasions avec une passe décisive pour Federico Valverde et plusieurs occasions créées également pour lui-même ou pour Brahim Diaz tout au long de la rencontre. Au milieu de terrain, il y a le jeune Thiago Pittar, j'en ai déjà parlé en introduction de cette vidéo. Il a réalisé une très belle performance, notamment sans ballon. C'était un petit peu le bouche-trou de ce système d'Alvaro Arbeloa, à part Federico Valverde qui était majoritairement le bouche-trou, entre guillemets, l'aide défensive sur le côté droit de la défense du Real Madrid. Sinon, c'était Pitarch qui était partout, à aider Etchouameni, à aider parfois Ferland Mendy. Et ça a été excellent de la part du très jeune hispano-marocain. La performance d'Aurélien Tchouameni, que je viens de mentionner, a également été très bonne. Le français a été excellent en défense, notamment sur Bernardo Silva, dans cet axe du terrain où il y avait et Bernardo et Semenyo, parfois des décrochages d'Haaland. Il y avait beaucoup de monde dans cette zone-là et Aurélien Tchouameni a géré ça d'une main de maître. Très bon match de la part du français qui en plus était soulagé, clairement on l'a senti, par la présence de Thiago Pittarch, et c'est un duo qui fonctionne bien. Au milieu de terrain du Real Madrid, il reste un nom à mentionner dans cette vidéo, c'est Arda Güler. Malheureusement, le Turc a été très décevant, très transparent sur cette rencontre. Encore une fois, on sent que c'est lui qui va perdre sa place au retour de blessure de Jude Bellingham, parce que Arda Güler n'arrive pas
à mettre les choses bout à bout sur ces dernières rencontres, sur ces derniers mois au Real Madrid. On avait vu des choses très intéressantes en début de saison lorsqu'il évoluait plus haut sur le terrain avant le retour de Jude Bellingham, mais depuis ce moment-là, c'est extrêmement compliqué pour le Turc. Hier, il traverse la rencontre sans vraiment peser. Alors, il n'a pas fait d'erreurs gravissimes qui ont coûté des buts, mais il n'a pas non plus fait des choses qu'on retient sur ce match-là. Et c'était assez logique de le voir comme premier sortant du côté du Real Madrid. Le Turc qui est sorti de cette rencontre avant le jeune Thiago Pitars de 18 ans. Je trouve que ça montre clairement un changement dans la hiérarchie et le fait qu'Arda Güler soit le milieu de terrain qui va sauter au retour de Camavinga ou de Jude Bellingham ou même de Kylian Mbappé avec un repositionnement de certains joueurs devant. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié la défense du Real Madrid. Je vais commencer par le poste de latéral gauche car on a eu 45 minutes de Ferland Mendy avant qu'il malheureusement se reblesse puisque on le sait, ce joueur est en sucre et n'est pas capable d'enchaîner 2 matchs malheureusement pour lui et je dis malheureusement parce que sa première mi-temps a été absolument époustouflante, ça a été un rock. Ferland Mendy, on a retrouvé le grand Ferland Mendy des doubles confrontations contre Manchester City, ce joueur qui est impassable lorsqu'il est sur ses 2 jambes. Ça a été exceptionnel de la part de Ferland Mendy, sa performance. Et en seconde période, il y a Fran Garcia qui rentre à la mi-temps, qu'on n'a pas vu avec autant de minutes depuis longtemps sous le maillot du Real Madrid. Et pourtant, Fran Garcia a été tout aussi bon que Ferland Mendy hier. Il a eu 2-3 bonnes inspirations à la relance et surtout, il a fait les interventions défensives qu'il fallait. C'est très très bien de la part de Fran Garcia parce que du coup, le côté gauche du Real Madrid avec 45 minutes de Ferland Mendy et 45 minutes de Fran Garcia et donc sans le titulaire habituel Alvaro Carreras a été complètement verrouillé et Manchester City n'a rien pu faire sur ce côté-là. Donc bravo aux 2 latéraux gauche du Real Madrid sur la rencontre d'hier. Bravo également à la charnière centrale, puisque Erling Haaland a fait un match tellement mauvais qu'il a fait passer Antonio Rudiger et Dean Howson pour des maestros de la défense. Ces derniers ont fait des bonnes performances. J'ai en tête notamment une intervention exceptionnelle de la part d'Antonio Rudiger pour enlever un but à Erling Haaland sur un centre de Semenyo. Dean Howson aussi a fait un match simple, efficace. On sent que pour une fois, il ne s'est pas pris la tête à la relance. Il a préféré jouer simple. Il a été aussi solide dans ses interventions. Il a joué peut-être un petit peu sans réfléchir cette rencontre-là et je trouve que ça lui correspond bien mieux que les matchs où Dean Howson réfléchit trop, comme lors de son entrée contre Retafe. Donc c'est un très bon match de la part de l'anglais, enfin de l'hispano-anglais, et très bon match évidemment d'Antonio Rudiger, comme souvent contre Erling Haaland, qui a été complètement transparent sur cette rencontre. Donc bravo à la défense du Real Madrid. Il reste Trent Alexander-Arnold qui est le gros point négatif de ce Real Madrid. Alors ça arrive à des gens bien de se faire mélanger toute la rencontre par Jérémy Doku, mais quand même Trent Alexander-Arnold, on a vraiment cette impression qu'il ne peut pas défendre seul face à l'ailier adverse depuis son retour de blessure et c'est vraiment dommage. En plus, il n'a pas nécessairement brillé par ses centres, la qualité de son pied n'a pas été au rendez-vous sur cette rencontre et bah, si on coupe le pied à Trent Alexander-Arnold et bah, il sert plus à rien du tout sur un terrain de football, surtout face à un ailier provoquant comme Jérémy Doku et c'est dommage de l'avoir vu couler tout au long du match. Après, il y a pas vraiment de solution puisque ce n'est pas, le vieux Carvaral qui va aider au poste d'arrière droit. Peut-être que la seule solution d'Alvaro Arbeloa tactiquement à ce poste-là, ça aurait pu être de mettre, Asensio en tant qu'arrière droit. C'est quelque chose qu'on a déjà vu au Real Madrid et c'est un joueur qui, pour le coup, aurait mieux tenu, je pense, quand même Jérémy Doku. Après, le problème, c'est qu'il perd énormément à la relance et je pense que ça aurait pu aussi coûter très cher au vu du pressing qui était quand même bon de la part de Manchester City malgré tout. Parce que, bah, évidemment, quand tu as l'instinct offensif, ton pressing ne peut que être bon puisque tu as énormément de joueurs en phase offensive et c'est ensuite que ça se corse et on va y venir tout de suite sur ce système complètement loufoque proposé par Pep Guardiola hier soir. Comme d'habitude en LDC, Pep Guardiola a fait n'importe quoi. Tout simplement, il a complètement surréfléchi sa rencontre. Il a voulu tenter quelque chose de nouveau alors qu'il avait de bonnes bases dernièrement avec son Manchester City. Il a aligné un côté droit complètement inédit avec Savigno devant Kuzanov, quelque chose qui était complètement lunaire quand on sait que sur ce côté-là, il fallait faire face à Vinicius Junior, qui est l'un des meilleurs joueurs du monde à ce poste-là. Et en plus que de l'autre côté, il fallait faire face à Ferland Mendy, qui est quand même un latéral gauche défensivement excellent. Et donc, ça a complètement bloqué le côté droit de Manchester City, qui n'a absolument servi à rien jusqu'à l'entrée de Ryan Cherki à la 60e minute. Ensuite, de l'autre côté, en attaque, il n'y avait que Jérémy Doku, qui était utilisé pour attaquer du côté de Manchester City. Tout passé par Jérémy Doku. C'est bien, Jérémy Doku a réussi à faire des différences. Il a réussi à créer des situations dangereuses avec des centres devant le but. Mais malheureusement, ça ne suffit pas. Surtout qu'il était beaucoup trop seul à attaquer, puisque les autres joueurs offensifs de Manchester City, Haaland et Semedo, ont été complètement transparents et sevrés de ballon, surtout sur la première période. Au milieu de terrain, Pep Guardiola, il avait décidé d'aligner un joueur de moins, voire même deux joueurs de moins que le Real Madrid, puisque Bernardo Silva jouait une sorte de 8-10 sur cette rencontre. Il n'y avait que Rodri comme véritable milieu de terrain, mais il était tout seul face à 4-5 joueurs du Real Madrid sur certaines phases de relance, certaines phases de transition également, où Manchester City allait presser, le Real Madrid cassait la première ligne de pressing, et ensuite il y avait Rodri qui était un petit peu seul contre une armada de joueurs madrilènes. C'est n'importe quoi ce qu'a proposé Pep Guardiola dans sa préparation de la rencontre. Il aurait dû clairement
au vu du 11 du Real Madrid, densifier plus son milieu de terrain, au vu des options surtout qu'avait Alvaro Arbeloa, puisque Arbeloa n'avait pas 36 000 options, donc c'était assez prévisible ce qu'il allait proposer et Pep Guardiola aurait dû s'adapter à ça plutôt que de mettre 5 offensifs complètement inutiles sur cette rencontre puisqu'il n'y avait aucun créateur au milieu de terrain. Il a essayé de rectifier le tir avec l'entrée de Reinders à la mi-temps, mais ça n'a clairement pas suffi parce que, il y avait 3-0, hein, c'était tout simplement déjà trop tard, même si ces changements pour rectifier le tir avec l'entrée de Reinders puis l'entrée de Cherki ont été bons. Ça reste lunaire de ne pas avoir laissé Ryan Cherki débuter cette rencontre. Tu veux attaquer à fond, tu veux tuer ce Real Madrid en mettant beaucoup de joueurs offensifs, mais tu ne mets pas ton joueur le plus créatif. Je trouve ça fou de la part de Pep Guardiola et c'est vraiment dommage puisque c'est une énième fois un raté en Ligue des Champions pour l'entraîneur catalan qui, encore une fois, a fait des choix qui sont lunaires et qui ne sont pas dans la dynamique actuelle de son équipe et je ne comprends toujours pas pourquoi Pep Guardiola se retrouve toujours à faire n'importe quoi en Ligue des Champions. On a cette impression qu'il veut toujours inventer quelque chose une fois que la phase à élimination directe de Ligue des Champions arrive. Et la seule année où il a décidé de ne rien inventer, c'est l'année en plus où Manchester City a pris la Ligue des Champions. Donc là, il s'est encore une fois tiré une balle dans le pied et ça paraît très compliqué les chances de Manchester City, au match retour, même si ils sont capables, je pense, de faire peur au Real Madrid, de marquer vite potentiellement, de gagner ce match retour potentiellement. J'ai du mal à croire en une remontada parce que le Real Madrid a montré une très belle résilience défensive hier en seconde période. J'ai beaucoup parlé de Guardiola et de certaines individualités, il m'en reste 2 à mentionner négativement dans ce débrief. D'abord, c'est le jeune O'Reilly qui a été aligné en tant qu'arrière gauche alors que d'habitude il épaule Rodri au milieu de terrain. Encore une fois, un choix complètement catastrophique de la part de Pep Guardiola, puisqu'il a été complètement perdu dans sa gestion de la profondeur au poste d'arrière gauche. Il a coûté très cher sur le premier but du Real Madrid parce que il y a un ballon aérien, il ne sait pas quoi faire et du coup Valverde part tout droit au but et Valverde part tout droit au but face à Gianluigi Donnarumma qui est l'autre gros fautif sur cette rencontre côté Manchester City. Il a fait n'importe quoi, hein, sur sa sortie sur Federico Valverde au lieu de prendre un maximum d'espace au sol, on a l'impression qu'il s'est fait tout petit pour laisser Valverde passer. Ensuite, sur le second but, il peut également faire quelque chose. Et même sur le troisième, alors on s'attend pas du tout évidemment à ce que Valverde, sur sa première touche, lobe et fasse un sombrero sur Marguerite. Mais quand même, il aurait pu être un peu plus avancé, sortir un petit peu plus, se faire montrer un petit peu plus grand, puisque la finition est bien trop simple pour Federico Valverde. Après, je ne suis pas gardien de but professionnel, je ne vais pas apprendre le football à Gianluigi Donnarumma, mais en tout cas, ce qu'on a vu hier n'est pas au niveau du grand gardien qu'il est. Et ça nous rappelle ses performances ratées avec le PSG, où il y avait beaucoup de sorties hasardeuses. C'est un gardien qui, quand il sort de ses 6,50 m, c'est beaucoup plus compliqué, même si sur sa ligne, c'est l'un des meilleurs gardiens du monde et on l'a encore vu sur son penalty arrêté face à Vinicius Junior. J'ai mentionné O'Reilly, mais c'est pas le seul défenseur de Manchester City qui ne peut pas se regarder dans une glace ou alors qui doit se regarder dans une glace après cette performance. Ruben Dias également a fait un match catastrophique. J'en vois souvent, j'ai l'impression, des matchs catastrophiques de Ruben Dias. Alors peut-être que c'est à chaque fois que j'allume ma télé qu'il n'est pas bon, mais entre les matchs avec le Portugal et avec Manchester City, moi je ne vois pas un défenseur top monde quand je vois Ruben Dias, surtout ces dernières saisons là depuis la victoire en Ligue des Champions. Je trouve que c'est beaucoup plus compliqué pour le Portugais en défense. Kusadov à droite, c'est pas vraiment son poste de prédilection. Il n'a pas été aidé évidemment en défendant sur Vinicius Junior, mais ça a été très difficile pour lui. Et Marguerite aussi a pris l'eau pour son tout premier match de Ligue des Champions. Donc une ligne défensive aux abois du côté de Manchester City, un peu à l'instar de ce qu'on avait vu l'an passé où Manchester City avait connu une période où ils encaissaient énormément de buts, notamment contre le Real Madrid avec le triplé de Mbappé. Et là, c'était pas mieux sur cette rencontre-là. Et puis en plus, quand tu qu'un seul milieu de terrain à vocation un peu défensive avec Rodri, et c'est tout de suite beaucoup trop compliqué face aux assauts de ce Real Madrid qui pourtant sur les papiers n'était pas l'équipe la plus dangereuse à laquelle Manchester City va faire face cette saison. Pour ce qui est du calendrier, ce week-end, les deux équipes vont jouer samedi à 21 h. Le Real Madrid va accueillir Elche, qui est en grande difficulté. Ça fait quasiment 10 matchs sans victoire, si je dis pas de bêtises, en Liga pour Elche. Ça fait depuis décembre, en tout cas, qu'ils n'ont pas gagné un match. Donc c'est sur le papier un match facile pour le Real Madrid. Pour ce qui est de Manchester City, c'est un petit peu plus compliqué, puisque c'est un déplacement à Londres contre West Ham. Un match qui, sur le papier, évidemment, on est le deuxième contre le 17e, si je dis pas de bêtises, ou le 18e. Sur le papier, ça paraît un match facile, mais West Ham est dans une bonne dynamique. Et Manchester City vient de se faire mettre la tête sous l'eau par le Real Madrid. Donc attention à cette rencontre pour les Citizens qui jouent le titre en Première Ligue avec cette rencontre également. Surtout que les rivaux au titre vont jouer des écuries plus fortes ce week-end que West Ham. Arsenal joue Everton. Et ensuite, après, derrière, il y a notamment un Manchester United, Aston Villa également qui est très alléchant en Première Ligue. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci à ceux qui ont attrapé ma veste hier soir sur Twitter, tous ceux qui l'ont fait poliment, qui m'ont juste proposé leur avis, leur opinion et qui m'ont fait comprendre par A plus B pourquoi j'avais raconté n'importe quoi dans
ce tweet sur Thiago Pitach. Merci à vous parce que c'est aussi que ça, certes, Twitter, tout le monde peut se tromper. Moi, le premier, j'assume mon erreur. J'ai laissé mon tweet d'ailleurs, hein, parce que j'ai aucun problème avec le fait d'assumer mon erreur, d'assumer d'avoir dit une connerie. Et je suis très content, du coup, que ça m'ait poussé à regarder le match une deuxième fois, puisque ça m'a permis d'être beaucoup plus pertinent dans ce débrief que je vous propose maintenant. Si je vous avais proposé un débrief hier soir, j'aurais pas eu une lecture aussi claire de la rencontre. Et donc, c'est aussi le but, évidemment, d'échanger sur Twitter. Et je vous invite, bien sûr, à venir sur Twitter, à venir me follow et à venir échanger avec moi. Et j'ai échangé également dans l'espace commentaire de cette vidéo. J'ai hâte de vous lire et donnez-moi votre avis sur le match de Thiago Pitach. Ça m'intéresse d'autant plus. Donnez-moi aussi votre avis, évidemment, sur cette double confrontation. Est-ce que vous pensez que le Real Madrid est déjà qualifié? Est-ce que vous pensez que City a une chance au match retour? Et puis, sinon, merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Pensez, si ça vous a plu, à vous abonner, laissez un like et on se retrouve très bientôt sur les analyses du Guy. Salut à tous, ciao!